Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes tout à fait heureux de venir débattre devant vous de sujets extrêmement importants pour la profession en ce moment, c'est-à-dire d'abord, c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui, le problème de la création audiovisuelle, des rapports avec les plateformes qui sont devenus des prestataires très importants et des donneurs d'ordre. Donc, je ne vais pas vous représenter les membres éminents de ce panel, ça a déjà été fait. Donc voilà, alors pour ordonner les débats, je vais proposer des axes de réflexion sur lesquels, bien entendu, qui n'ont rien d'exclusif, mais qui permettent d'amorcer, comme je l'espère, les échanges. Bien sûr, il n'est pas interdit, bien entendu, que vous interveniez si vous avez des questions, demandez des précisions et que l'on précise sa pensée quand on intervient. Donc les axes de réflexion que je suggère, c'est que d'abord, la profession de la télévision, des prestataires de toute nature, auteurs, producteurs, réalisateurs, dans le domaine de la création de fiction, sont face à un nouveau paysage. Jusqu'à présent, ils avaient l'habitude de discuter avec les chaînes traditionnelles, les Canal+, et désormais, ils ont de nouveaux intervenants dans le secteur qui sont particulièrement puissants et de taille internationale. J'ai nommé Disney+, Netflix, Amazon, etc., etc. Donc la première question qui se pose, c'est dans quels termes ces interventions, et surtout qu'elles sont extrêmement puissantes, vont-elles changer le métier de producteur et de créateur? Quel type de rapport s'institue entre ces deux partenaires? Sachant très bien entendu que les producteurs sont d'abord des talents, on ne le dit pas assez à mes yeux. Deuxième axe, qui est un axe plus, je dirais, gouvernemental, entre guillemets, CNC et d'autres, c'est-à-dire que la réglementation européenne oblige plutôt les plateformes à investir selon leur comportement 20 à 25% de leur chiffre d'affaires dans la création française et européenne. Deux questions se posent. Quelle est la base de chiffre d'affaires qu'il faut prendre en compte pour générer les sommes en valeur absolue? Et ce n'est pas simple, ça peut être simple pour Netflix, beaucoup moins simple pour Amazon. Deuxième type de question, sur ces 20 à 25%, c'est 20% si c'est la base et 25% si on est dit vertueux, c'est-à-dire qu'on signe des engagements complémentaires homologués par le CSA en termes de diversité, etc., de langue, de francophonie. Bon. Donc dans ce contexte, il y a un partage à opérer entre l'audiovisuel et le cinéma, question qui n'est pas réglée. C'est donc un deuxième axe de réflexion. Le troisième, c'est que ces plateformes sont internationales. En quoi le fait qu'elles donnent des ouvertures sur les contenus sur l'ensemble de la planète modifie-t-il les rapports, le mode de financement et bien entendu l'impact international des contenus. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue et bonjour plutôt. Donc François Margolin, je suis réalisateur et producteur. Ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que vient de dire René Bonnel, c'est que non seulement je suis réalisateur et producteur, mais je suis aussi consommateur. Et honnêtement, j'ai finalement beaucoup plus découvert les plateformes et les séries, qui sont le produit d'appel sans doute des plateformes, durant le confinement, et en particulier le premier confinement. Et je crois que ce n'est pas une chose totalement personnelle. Je crois que dans le monde entier, les gens ont, à cause du Covid, à cause de cette pandémie, regardé beaucoup plus les plateformes, et le rééquilibrage entre, disons, la consommation télévisuelle classique, le cinéma et les plateformes a totalement changé, s'est accéléré, les choses ont été boostées par cette pandémie, et si on était mauvaise langue, on pourrait presque dire que ce virus a été inventé pour favoriser les plateformes. Mais je crois que ça vient plutôt de Wuhan, où ils n'ont pas de plateforme, de Wuhan en Chine. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, que
en tant que réalisateur, en tant que producteur, on ne peut pas rester totalement indifférent à ce qui se passe dans le monde des plateformes et dans les séries. Et je crois que les séries induisent, et ça je le dis aussi en tant qu'auteur, induisent un nouveau type de narration. Et donc c'est aussi de ça dont il faudra qu'on parle, parce que c'est une autre façon que d'écrire pour un film, c'est une autre façon de raconter des histoires plus longues, plus feuilletonnantes, comme c'était le cas d'ailleurs d'une certaine façon dans la littérature au XIXe siècle, quand les gens, les plus grands auteurs, Eugène Sue, Alexandre Dumas, écrivaient dans la presse, écrivaient des feuilletons. Donc je crois que c'est ça qui sera le thème de cette heure ou heure et demie de débat, et je suivrai les 3 points qui ont été définis par René. Ce dont je vous remercie. Donc qui veut réagir de ce panel sur le premier sujet, sur les changements de perspective induits pour le métier de producteur dans la négociation, l'élaboration, la création de séries. Allez-y, soyez pas... Je veux bien réagir. Bonjour, je suis Isabelle de Georges, je dirige Gaumont Télévision France. Oui, effectivement, le confinement, comme le disait François, a probablement favorisé la consommation de séries partout dans le monde. Nous, producteurs de séries, on produit des séries depuis plus de 20 ans. Donc, fabriquer des séries, raconter des histoires en série, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Et c'est juste extraordinaire que tout d'un coup, notre savoir-faire soit mis en avant comme il l'est en ce moment. Là où on a vraiment vu une évolution dans notre manière de raconter les histoires, c'est parce que les plateformes nous ont challengé beaucoup, et les diffuseurs français nous challengent également, les plateformes. Mais on va dire que ce ne sont pas tout à fait les mêmes challenges, puisqu'on s'adresse à une audience mondiale. Quand on fait une série pour Netflix ou quand on fait une série pour Amazon ou Disney ou une autre plateforme. Et c'est vrai que la manière de raconter les histoires n'est pas tout à fait la même. On nous demande d'avoir tout d'un coup, de s'adresser à un public très très large et pas seulement au public de 20h50 sur une chaîne nationale française. Donc oui, la manière de raconter les histoires évolue. Et on évolue également, nous, dans notre manière de travailler. Les moyens sont un peu différents également sur ces plateformes. Effectivement, les plateformes, et là, ce sera un autre sujet, mais que je pense qu'on va aborder. Jusqu'à présent, les plateformes conservaient l'intégralité des droits des producteurs et donc mettaient des moyens pour des séries dont elles gardaient la propriété. Ça nous a permis à nous, producteurs, et ça nous permet encore d'avoir des moyens pour fabriquer des séries, on va dire, beaucoup plus globales et qui s'adressent à ce public large. Mais effectivement, le modèle est différent et ce modèle, on pense, doit être amené à évoluer et a commencé déjà à évoluer avec la transposition de la directive SMA. Je ne sais pas si vous avez un peu entendu parler de cette directive. C'est une directive européenne qui oblige les plateformes qui sont dans chaque pays européen à investir dans ces pays. Et en France, non seulement on les a obligés à investir effectivement une grosse partie de leur chiffre d'affaires, puisque c'est minimum 20% de leur chiffre d'affaires, et en plus les 2/3 de ce chiffre d'affaires dans des projets pour lesquels les producteurs français vont conserver leurs droits. Donc il y a une évolution vraiment du secteur qui est en marche. Et voilà, qui nous permettent à nous de raconter des histoires différemment et de revoir en permanence notre manière de travailler. Merci. C'est votre avis ? Oui. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, bien sûr, je partage tout ce que tu as dit là. Et tu as parlé tout à l'heure, Isabelle, on nous demande de travailler différemment, nous, en tant que producteurs. Pardon ? On entend mal, on dit. Ah, je peux parler plus fort, c'est ça ?
D'accord. On nous demande en tant que producteur, enfin, on nous demande rien d'ailleurs, on est amené à travailler différemment pour répondre à ces demandes qui sont effectivement une nouvelle façon de travailler. Alors, il y a le fait que ce soit des plateformes, mais avant tout que ce soit des plateformes anglo-saxonnes, américaines, et donc il y a une façon de travailler qui diffère beaucoup sur la façon dont nous, producteurs français, avions l'habitude de structurer nos développements, nos équipes de développement et nos équipes techniques. Mais pour moi, il y a un point extrêmement important une fois qu'on a dit que le monde que nous sommes en train de vivre, le virage que nous prenons est très excitant, c'est le public, c'est l'audience. Et il me semble que notre défi est aussi de pouvoir être force de proposition de projets, de séries, de films, et là on va parler plutôt de séries, mais qui sont assez puissantes dans notre territoire, mais également à l'extérieur, à l'étranger. Et lorsque nous produisons pour une plateforme qui distribue dans plus de 200 pays le programme, il y a un défi qui est de s'adresser au plus grand nombre, et le risque, c'est le formatage. Donc comment nous, producteurs, et j'aime beaucoup le fait que tu nous appelles talent, mais là j'en profite pour dire que nous sommes en fait un trio, il y a le réalisateur, le scénariste et le producteur. Sans cette équipe, l'alchimie ne se crée pas, et notre défi est de pouvoir être divers, pluriel, et puis aussi d'être en capacité de proposer des choses qui vont être innovantes. Alors le mot innovation est à la mode, mais il est vrai qu'on est challengé au quotidien parce qu'il y a beaucoup de séries, il y a du volume extrêmement, qui est exponentiel, mais comment on fait pour pouvoir répondre à une audience, enfin même pas répondre, être force de proposition pour leur faire découvrir des univers intéressants et différenciants. Donc pour moi, il me semble qu'on a un grand risque de formatage. J'aimerais bien qu'on parle ici et peut-être avec l'auteur scénariste qui est là, par exemple. Désolée. On m'entend. Mais c'est marrant parce que, bon, par rapport à ce qu'on vient de dire, moi j'ai évidemment co-créé Validé, mais Validé était une série qui a d'abord beaucoup marché en France. Mais à côté, je viens de terminer un film qui est sorti la semaine dernière, que j'ai réalisé et écrit, qui est sur Netflix. Et la manière dont on a pensé les choses, c'était on savait que ça allait potentiellement pouvoir marcher partout ailleurs, et qu'il fallait qu'on arrive à universaliser un petit peu nos histoires et comment on pouvait plaire, même la manière dont on a pensé la direction artistique, comment on montre Paris, c'est un peu différent, on est moins obsédé par le social quelque part, par ce qui va traire à un truc très franco-français, à des trucs. Et bon, là en tout cas je suis en train de voir, c'est marrant parce que au départ, à différence par exemple Canal+, ils ont l'art d'événementialiser les séries qu'ils font, et donc ça devient vraiment un événement, ils les proposent d'une manière où tout le monde sait que ça va arriver. Netflix, c'est en ligne. Il y a des visuels, ils changent les visuels en fonction des personnes pour qui c'est destiné. Et derrière, le truc prend ou ne prend pas. Et on ne sait pas trop comment ça va partir. Et puis à un moment donné, bon voilà. Et on se rend compte que là, par exemple, mon film qui est en ligne depuis mercredi, il s'appelle Friendzone, il a très bien marché au Moyen-Orient, il marche très très bien en Amérique du Sud. Et en fait, tout ça, ça nous fait réfléchir, et moi ça me fait réfléchir à la prochaine chose que je vais faire. J'ai dit comment est-ce qu'on pense globalement, alors qu'avant on pensait complètement différemment. Voilà, moi c'est la seule chose de mon côté que je ressens, évidemment, parce que je suis que créateur, donc j'ai pas les histoires de production. Mais ce n'est pas un mince défi pour un réalisateur, un créateur, de penser à l'échelle mondiale comme ça. Hein. Pourquoi pas? Sachant après, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais et sur ce que disait Nora. Oui, on s'adresse à une audience mondiale, mais je pense que ce qui plaît à cette audience mondiale, de la même façon que nous, on a envie de regarder une série danoise ou norvégienne pour ses spécificités, ou une série coréenne pour ses spécificités, nous avons des spécificités françaises. Et l'idée est aussi de mettre en avant ces spécificités françaises et de rester français, et justement d'éviter le formatage et de rester dans une série locale
qui présentent nos particularités à nous, et c'est justement ces particularités-là, et on ne l'aurait pas forcément cru avant. Peut-être qu'avant, on serait parti dans du formatage, et maintenant, grâce à ces plateformes, probablement, ce sont justement les spécificités de chaque territoire qui sont les fers de lance et les qualités à mettre en avant. Oui, alors, vous d'abord, et après peut-être... allez-y. Pardon. Bonjour, je suis Laurence Herzberg, je suis la directrice générale du festival Sérimania. Donc j'ai une vue un peu générale sur la création mondiale, vu qu'on reçoit plusieurs centaines de séries et on en choisit une centaine. Alors moi j'ai une voix un tout petit peu discordante sur celle de mes camarades. Je suis issue du même milieu qu'eux bien évidemment et je défends la création française. D'abord juste un point dont il faut parler, c'est qu'en dehors des grosses plateformes américaines qu'on a tous en tête quand on a commencé cette discussion, Netflix, Amazon, etc., il y a quand même 700 plateformes non américaines qui existent dans le monde. Il y en a une quarantaine qui se créent chaque année. Comme il y a une saturation, alors je vais rapidement dans mon raisonnement parce que je ne vais pas monopoliser la parole, comme il y a une saturation notamment aux États-Unis des marchés globaux comme peuvent l'être Netflix ou Amazon, on assiste de plus en plus à la création de plateformes spécifiques qui vont donc demander des contenus spécifiques. Il y a des plateformes qui demandent du contenu gay et lesbien, il y a des plateformes qui vont demander du contenu horrifique, il y a des plateformes qui vont demander du contenu pour adolescents, etc. Et ces plateformes, elles aussi, commencent, parce que c'est ça dont il faut parler quand même, qui est le phénomène émergent de ces dernières années, à demander de plus en plus de production, ce qu'on appelle locale. Quand on parle de production locale, c'est une production en fait non américaine. Je vais te rejoindre. Moi, je pense qu'on n'est plus du tout sur l'idée de se dire il faut que je pense global, même si et validé le montre bien, parce que c'est quand même quelque chose qui a une vraie identité validée, et une identité, je ne sais pas si elle est française, mais elle est très marquée. Et nous, ce qu'on voit et ce qui marche, ce sont les produits qui sont ancrés de plus en plus dans des cultures locales. Et c'est ça qui va marcher sur les plateformes américaines comme sur les plateformes plus spécifiques. Il y a par exemple actuellement, vient d'être acheté sur Brutix, Lady Spart, une série où 4 jeunes filles musulmanes voilées créent un groupe de rock et qui marche et qui va marcher bien évidemment très fort. On est de plus en plus sur des contenus spécifiques. Qui aurait dit il y a quelques années qu'on pouvait faire des succès mondiaux avec des séries en hébreu par exemple? Or, on a tous et on connaît tous le succès des séries américaines mondiales sur des sujets quand même un peu particuliers. Fauda, je rappelle que c'est en fait au départ à Ramallah, entre des juifs et des arabes, dont à l'oreille pour un non averti, tout le monde parle la même langue quand même, hein, parce que pour l'oreille française, on ne le reconnaît pas. Donc au contraire, les plateformes vont chercher de plus en plus des contenus spécifiques, mais elles ne vont pas chercher le même contenu. C'est-à-dire que vous devez savoir quand vous écrivez, si vous voulez proposer à Netflix, à Amazon, à Salto, à l'Alliance, etc. Il y a actuellement une telle demande de contenu et une telle offre aussi de distributeurs que vous pouvez avoir des contenus qui sont que vous pouvez écrire pour différents interlocuteurs. Et moi je trouve que c'est une chance importante et c'est vrai que ça m'étonne quand tu dis que du coup pour ton prochain film, ok, alors peut-être qu'on ne s'est pas compris, pardon, tu t'essayes tout de suite d'écrire global. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, c'est pas ça. C'est l'universalité des histoires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dans le récit, c'est-à-dire il y a des histoires qui, quand je prends l'exemple de certains films d'art et d'essai qui sont faits en France et qui sont financés, et qui d'un coup, c'est extrêmement difficile de les rendre accessibles à des gens qui n'ont pas l'éducation, l'intellectualité. Bon, les Américains ont toujours créé des histoires universelles et le cinéma américain s'est très bien exporté depuis toujours. L'universalité d'une histoire, c'est n'importe qui peut se reconnaître dans cette histoire. Après, son contexte, ce qu'on met à l'intérieur de ça, ce dont on traite. On va traiter d'une histoire qui se passe dans un endroit en France avec des gens qui ont une identité totalement
à eux, mais si l'histoire est universelle, tout le monde va s'intéresser à eux. Moi, c'est cette chose-là. C'est que quand on raconte une comédie romantique, évidemment qu'elle va être française si par exemple on fait une comédie romantique, mais l'amour et la manière dont on traite de l'amour, il ne faut pas que... je trouve que c'est intéressant de chercher aussi à ce que cette histoire d'amour parle à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas local, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. Très bien, excusez-moi de vous interrompre. Allez-y, vous devez... D'autant plus que, bonjour, Marco Cherki, moi mon expérience c'est carrément que la demande est absolument clairement formulée par les plateformes. Il s'agit pour nous de leur donner, ou de leur proposer des projets français dont le but premier est l'analyse qu'ils en feront, c'est-à-dire comment ça marche sur le territoire domestique. Donc pour une série française, avant toute chose, est-ce que ça va marcher en France? C'est fait pour le public français. Et cerise sur le gâteau, si ça crossover, c'est-à-dire si ça marche partout ailleurs. Mais on ne nous demande pas de faire alors après, dans les méthodes de travail, dans les analyses, dans un certain nombre de réflexes nouveaux que nos interlocuteurs ont de leur formation plus anglo-saxonne, évidemment, on ressent une différence. Mais l'enjeu, pour un producteur français, en tout cas de mon point de vue, c'est de faire un produit, comme pour rebondir sur ce que tu dis, Laurent, un produit local pour un public local. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a tous, quand même, tous les producteurs du monde entier, digéré à l'endroit de la série pas un format, mais des règles, disons des règles de narration qui impliquent, qui s'appliquent particulièrement à la série, qui sont très différents des règles de narration du cinéma, et que ça, on l'a tous compris. Mais et si on peut rendre à Netflix une chose clairement valeureuse, c'est d'avoir ouvert le monde à autre chose que de la série américaine. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est assez remarquable. On regarde, nous, des séries coréennes ou des séries japonaises, des séries espagnoles, etc., etc. Et on est vu, nous aussi, ailleurs. Mais ce qu'ils viennent voir, c'est une série française. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, moi je viens de signer un projet avec HBO Max, qui n'est pas encore présent en France, une série ultra franco-française, et on me demande, même jusqu'au réalisateur, à ce que tout le monde soit français. Ça va très loin même, je trouve, dans le process de réflexion. Qu'est-ce qui a changé concrètement par rapport à avant, c'est-à-dire avec les plateformes, sur la façon de façonner? Est-ce que l'intervention est plus grande? Moi, je peux dire qu'une seule chose. Moi, je n'ai pas encore produit. Je suis en développement un peu partout, mais je n'ai pas encore produit comme certains de mes camarades. Donc, je ne peux pas vous parler de l'expérience de la production, mais au niveau du développement, ça reste quand même assez globalement la même chose. C'est-à-dire, on a un projet, on l'a mûri nous-mêmes avec nos auteurs, qu'il soit proposé par l'auteur, le créateur, ou que ça vienne de nous parce qu'on a acheté les droits d'un livre. Et puis, tout à coup, on va composer une première phase de développement qui correspondra ou pas à notre interlocuteur, et si elle lui correspond, eh bien, on va développer, comme on co-développe avec France 2, comme on co-développe avec Canal, avec une forte intervention des commissionneurs, de nos interlocuteurs, mais globalement, alors chacun a un peu des théories à droite à gauche, mais au fond, du point de vue du développement, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Merci beaucoup. Simplement une petite synthèse à ce stade. Tous les succès mondiaux partent du vécu très intime de la personne dans sa nation. C'est un vieux thème. Pourquoi le cinéma américain est-il aussi puissant? On dit toujours parce que les sociétés de distribution, c'est pas vrai, une société de distribution, je vous en parle en connaissance de cause, ça se crée en une demi-journée. Bon. Deuxièmement, avec un système informatique, ça va très vite. Deuxièmement, c'est la langue anglaise. 95% des produits américains sont traduits dans la langue du pays. Alors, où sont les arguments? Le seul argument qui se tienne, c'est que l'Amérique, je ne vous apprendrai rien, les États-Unis est une terre d'immigration. C'est un microcosme de 350 millions d'habitants qui reflète un peu, hors les grandes dictatures, la situation du monde. Et donc, ils ont l'habitude de travailler pour ces publics multiculturels, et ce qui explique en partie le succès. Sauf quand ils s'appuient sur des données culturelles trop fortes, ce qui fait que leur comédie ne voyage pas très bien. C'est le seul succès. Est-ce que vous pouvez donner votre opinion? Oui.
Oui, moi je voudrais revenir au tout début du débat. Donc moi, Guillaume Renouille, je représente ici l'USPA, qui est le principal syndicat de producteurs audiovisuels avec 300 membres, je crois, aujourd'hui. Voilà. Et je dirige aussi une société de production qui s'appelle Elephant Story. Non, moi je voudrais dire que l'arrivée des plateformes et le rapport des plateformes aux séries a été un électrochoc pour le marché français. Il faut quand même avoir conscience que le marché français était un marché qui était, je ne dis pas qui ronronnait, mais on avait peu d'intervenants, on avait 3-4 diffuseurs qu'on connaissait tous, tout le monde se connaissait, on était dans un niveau de commande qui était à peu près le même chaque année, et puis tout ça s'organisait plutôt bien, on va dire. Voilà. Tout à coup, les plateformes arrivent, ce qui est génial pour un marché, parce que tout à coup, il y a une concurrence, il y a une explosion du volume, il y a des nouveaux intervenants qui proposent des nouveaux débouchés éditoriaux, donc tout à coup, il y a des séries qu'on ne pouvait pas faire, qu'on peut faire, parce que tout à coup, il y a des genres qui étaient un peu interdits chez nos diffuseurs traditionnels et que les plateformes recherchent, parce qu'elles s'adressent à un public plus jeune, elles s'adressent à un public différent, et ça, c'est vrai qu'en tant que producteur, en tant que créateur, c'est génial, voilà, ça, c'est le bon côté du truc. Après, c'est vrai que la France, parce qu'on était dans quelque chose d'un peu confortable, moi le premier, je trouve qu'on a mis du temps à évoluer. C'est-à-dire qu'en tant que producteur, on sait que les séries, ça s'écrit différemment, ça se produit différemment, qu'il faut s'industrialiser. Mais c'est vrai qu'en France, on y allait tranquille. Et là, l'arrivée des plateformes, tout à coup, nous met une espèce de coup de pied aux fesses à tous en disant, bah, maintenant ils sont là, eux ils savent faire, eux ils ont des habitudes en termes de rythme, en termes de demande, etc. Et là, il faut s'adapter. Et nous, producteurs, nous, auteurs et tout, on est tout à coup confrontés à un nouveau monde, qui sont des gens qui font des séries depuis très longtemps, dans un volume beaucoup plus important que le nôtre, et avec des habitudes de travail qui sont assez différentes des nôtres. Et c'est vrai que nous, notre rôle en tant que producteurs, et il s'intensifie, ça va être d'un marché qui finalement n'était pas si mature que ça en termes d'organisation et d'écriture, etc. Ça va être de grandir très vite, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de grandir très vite. Et pour illustrer ça, et c'est super que j'ai un auteur à côté de nous, c'est vrai que nous, syndicats, ça fait longtemps, voire des années qu'on négocie avec les auteurs pour essayer de trouver une façon d'organiser le travail d'écriture, et notamment le travail d'écriture collective, les ateliers et tout, qui sont nécessaires à l'écriture de séries. C'est des négociations qui durent. Mais il y a un moment, l'arrivée des plateformes nous oblige à accélérer un peu, parce que si on n'est pas capable de s'entendre sur c'est quoi un atelier, comment on rémunère les auteurs, comment on organise tout ce travail-là, alors beaucoup de producteurs ont commencé à le faire, hein. Moi le premier, Isabelle aussi, mais on le fait de façon artisanale, parce qu'il y a des séries, il faut quand même être au rendez-vous tous les ans, donc on s'organise, mais on s'organise un peu à notre manière. Là, tout à coup, il y a quelque chose de plus structurant à imaginer, pour que auteurs, producteurs, diffuseurs se retrouvent autour d'un même cadre, et c'est vrai que l'arrivée des plateformes, je trouve, pour le marché français globalement, c'est un fantastique accélérateur éditorial, d'organisation de l'écriture. C'est aussi un formidable accélérateur au niveau de la représentativité des minorités, etc. C'est-à-dire que les plateformes arrivent avec des habitudes de représentativité de la société, etc., que nos chaînes essayent de mettre en œuvre depuis des années, mais à nouveau à un rythme qui, je trouve, est trop lent, quoi. Donc tout à coup, que le bon exemple vienne de Netflix en termes de représentativité, en termes d'inclusion, etc., je trouve que c'est un fantastique pied aux fesses de tout notre secteur, qui était déjà en train de bouger, mais qui, je pense, va bouger plus vite. Et on a les talents pour, hein. Moi, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on ait les talents pour. Mais, et je finis juste sur l'aspect de la formation. La formation, on en parle depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on dit attention, on va manquer de scénaristes et tout. Et là, tout à coup, maintenant que la demande est en train d'exploser, parce que c'est vrai que les obligations que les plateformes vont avoir dans les prochaines années, quand on voit le nombre d'abonnés qu'elles ont, c'est quand même 2, 3, 400 millions d'euros d'investissement qui vont arriver, des séries à produire, bah, derrière il faut les faire. Donc il faut des nouveaux talents, en tant qu'auteur, il faut des nouveaux talents acteurs. C'est vrai que l'habitude de toujours voir les mêmes visages qu'on peut se reprocher, mais on les a pas parce qu'on n'a pas assez anticipé. Mais oui, je suis désolé, je m'emballe. Non, ce que je voulais dire, c'est que y a une chose qui a aussi beaucoup changé avec les plateformes, c'est les algorithmes. C'est-à-dire les plateformes savent ce que le spectateur regarde et peuvent proposer d'autres choses et peuvent intervenir. Et ça, c'est une chose qui n'existait pas jusque-là sur les chaînes de télévision normales, normales, entre guillemets, c'est-à-dire chez Canal+, ou chez France Télévisions. Est-ce que ça change quelque chose profondément dans l'écriture et dans la suite de ce qu'on veut faire par rapport à une série? Moi, franchement, je trouve que l'algorithme, c'est une analyse plus fine. C'est une analyse plus fine parce qu'elle est immédiate du comportement du spectateur. Donc, oui, il l'utilise. Mais franchement, l'audience a toujours été une variable, y compris chez nos chaînes classiques, pour dire bah, ça a marché, on va reproduire quelque chose qui a marché. Enfin, on a toujours. Alors, l'algorithme, c'est vrai, pousse ça à un niveau de finesse,
quand est-ce que les gens débarquent d'une série, quand est-ce qu'ils arrêtent. C'est vrai que c'est obsessionnel chez les plateformes. Nous sommes dans une petite contrainte horaire, donc je voudrais qu'on aborde le nerf de la guerre, qui n'est pas mince dans ces conversations d'ailleurs très intéressantes, où se dégagent deux tendances. Restons français, on finira bien par nous acheter à l'étranger, je caricature bien sûr. Et de l'autre côté, vous dites c'est une façon nouvelle de travailler, ça nous motive, on n'est pas encore complètement prêt. À mon avis, la vérité doit être quelque part au milieu sans être trop radical socialiste. Bon, donc, ce que je propose, c'est d'aborder le thème numéro 2, c'est-à-dire le financement. Je vais être très bref pour vous donner l'exemple. Actuellement, on produit avec une plateforme, une fois que l'on a eu toutes les négociations préalables de toute nature, c'est beaucoup plus simple parce que on convient d'un prix et selon des échéances que vous connaissez, on paye régulièrement, j'imagine, et on paye directement le tout. On n'est pas comme une situation traditionnelle où on fait le parcours du combattant entre tout le monde pour pouvoir réunir le budget. Bon, alors actuellement, la France est tenue d'appliquer la directive SMA qui donne entre autres l'obligation pour les plateformes d'appliquer des quotas de diffusion européens et surtout des quotas de financement qui, sans être trop pessimiste, passent pas très très bien auprès des plateformes puisqu'ils doivent affecter 25% de leur chiffre d'affaires à la création et 20%, s'ils sont vertueux, mais avec des avantages en termes de passage, et sinon c'est 20%, c'est le tarif minimum. La question qui se pose, et qui concerne l'avenir du financement de la télévision, et pour l'instant à la marge du cinéma, c'est quelle est la définition du chiffre d'affaires sur lequel ces 20% ou 25% s'appliquent. C'est apparemment facile, c'est pas si simple dans le cas d'Amazon qui vend son abonnement à travers d'autres prestations, notamment la livraison dite Prime. Et deuxièmement, comment cette manne va se partager entre cinéma et télévision. Et ça, c'est à négocier. Alors, je ne vous demande pas de violer vos délibérations syndicales, mais enfin, vous pouvez donner de grandes idées pour savoir quelle est votre opinion sur le sujet. Allez-y. Déjà, pour revenir sur les quotas, donc une plateforme comme Netflix, dont le modèle est majoritairement de proposer à son public des séries, plus que des films de cinéma, a priori, son quota d'investissement dans la création française sera de 20% du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est facile à calculer sur Netflix puisque c'est effectivement les abonnements. Plus compliqué pour Amazon, quoique, puisque là, le CSA est en train d'auditionner toutes les plateformes suite à la signature du décret qui a été signé et qui a été promulgué cet été. Le CSA est en train de rencontrer toutes les plateformes et de trouver avec elles justement le mode de calcul de ces quotas. Donc s'ils ne se mettent pas d'accord, c'est le CSA qui tranchera. Et de toute façon, Amazon paye déjà une taxe au CNC. Donc on imagine qu'il y a déjà des chiffres qui circulent et on a à peu près une idée de ce que Amazon devrait investir. Ces plateformes vont donc investir 20% de leur chiffre d'affaires. Dans ces 20% du chiffre d'affaires, pour une plateforme comme Amazon, 80% de ces 20%, bon, c'est un peu mathématique, mais 80% de ces 20%, donc 16% en réalité du chiffre d'affaires global, seront à destination de séries ou de films qui auront comme destination première la plateforme, et 4% de ces 20% vont permettre de financer des films qui sortiront en salle. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est déjà entériné et qui ne va pas tellement changer. Certaines plateformes comme Disney, qui effectivement, comme le disait René Bonnel, sont des plateformes vertueuses. Alors bon, on peut dire vertueux parce qu'elles aident davantage le cinéma, mais c'est aussi vertueux d'aider la fiction, je dis. Soyez solidaires de temps en temps, quoi. Donc ces plateformes vertueuses, comme peut-être Disney le sera, qui favoriseront sur leur quota d'investissement les films qui sortent en salle, devront effectivement investir 25% de leur chiffre d'affaires dans la création française.
Donc voilà, on verra comment Disney se positionnera. A priori, on est à peu près tous sûrs que Netflix sera effectivement dans le quota 16% sur les séries télé et les films télé, entre guillemets, c'est-à-dire à destination de la plateforme, et 4%, donc 4 points sur les 20, à destination de films qui sortiront en salle. Donc effectivement, c'est beaucoup d'argent. Alors, quand vous écoutez Netflix, eux vous disent de toute façon, on aurait investi autant. On n'avait pas besoin des quotas pour investir, et c'est vrai qu'ils investissent déjà beaucoup. Amazon tient à peu près le même discours, et Disney aussi. Voilà. Après, en France, on aime bien réguler, et on aime bien se protéger. Donc, on régule et on se protège, et on sait et on est effectivement le premier pays européen à avoir transposé à ce niveau-là cette directive européenne, et les autres pays nous regardent avec énormément de gourmandise et ont tous envie de faire comme nous. Merci. C'est comme dirait Lacan, si vous parlez du lieu où vous êtes et que vous affectez 80-20, et j'en accepte l'augure. Juste pour compléter ce qu'a dit Isabelle, il y a les niveaux d'investissement que les plateformes vont devoir faire, mais ce qui est important dans le décret qui va s'appliquer, c'est aussi l'encadrement des durées des droits, parce que ça, pour le coup, ça va changer sans doute assez vite les modèles de financement aussi des plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Netflix prend tous les droits pour l'éternité, donc il paye et il rémunère le producteur pour son travail. Ça, c'est le modèle actuel. Demain, quand Netflix, quand il travaillera dans la partie indépendante des droits, bon là, ça devient un peu technique, mais il y a à peu près 70% de l'obligation qui devra être fait avec des producteurs sous le modèle de l'indépendance. Ça veut dire que pour ces productions-là, Netflix ne prendra que 3 ans de droits sur les séries qu'il achètera aux producteurs. Ça veut dire qu'en termes de financement, les choses vont bouger. On va se rapprocher de ce qu'on peut faire avec d'autres partenaires. C'est-à-dire que des compléments de financement qui peuvent être liés à un second marché, à de la distribution, etc., vont pouvoir se rajouter au financement classique de la plateforme. Et en plus, les plateformes vont rentrer dans le système de financement français qui fait que le fonds de soutien au CNC va aussi pouvoir venir abonder le financement de ces séries. Donc tout ça va modifier quand même de façon assez importante. Et ça, je pense que le monde bouge tellement vite qu'on ne se rend pas compte à quel point ça va le bouger. Mais c'est vrai que par rapport à ce que Laurence Herzberg disait tout à l'heure, je pense qu'on est aussi au début d'une explosion des plateformes. Et je pense que demain, il va y avoir une deuxième phase où les plateformes, tout comme les producteurs se concentrent, tout comme certains diffuseurs se concentrent, demain, des plateformes vont se concentrer. Netflix va peut-être racheter une plateforme gay-lesbien dans tel pays. Enfin voilà, donc on va avoir des produits qui vont circuler sur des différentes plateformes, qui vont se financer différemment. Et peut-être que demain, Netflix, quand il financera un programme, le financera pour Netflix, mais aussi pour une autre plateforme en anticipant une demande qui va bouger. Donc tout ça est assez passionnant et je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde qu'on n'imagine pas. Et je voulais juste compléter en disant aussi, on parle beaucoup des modes de financement où la plateforme finance entièrement l'œuvre. Ce qu'il faut quand même voir aussi, et c'est en cela aussi où le monde change énormément, c'est qu'il y a des modes de financement hybrides. On va prendre l'exemple déjà il y a 2 ans du Bazar de la Charité où Quad, la productrice, a fait une première demande de financement à TF1. C'était une œuvre extrêmement ambitieuse et le financement global est venu avec Netflix. On peut prendre No Man's Land sur Arte où c'est un financement Arte-Hulu. Ce qui est extrêmement intéressant à observer, à part les financements et les règles que rappelle Isabelle là sur les plateformes, c'est que pour tous les producteurs et aussi en même temps pour les scénaristes, il y a actuellement une mine de développement possible et les modes de production sont en train de changer extrêmement rapidement. Je ne peux, et ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais que aussi encourager à la coproduction internationale. Là, on parle beaucoup de modèles uniques où c'est la plateforme qui finance tout. Il y a un modèle qui se développe énormément dans la série, je ne parle pas du cinéma, c'est la copro internationale. J'ai une toute petite remarque de 10 secondes. C'est dans la partie dite indépendante de la production, c'est-à-dire 70%. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que Netflix, de facto, sur la durée et dans le contenu, a moins de droits, puisqu'ils ont l'habitude d'acheter tout long? Est-ce que ça ne va pas peser sur
le niveau de leurs investissements et leur prix. Bien sûr que Je pose oui. la question. Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce qu'ils mettraient autant d'argent sur une série sur laquelle ils ne posséderont que... pas rien, d'ailleurs. Donc vous aurez deux marchés. Ils posséderont rien, ils ne seront même pas propriétaires, ni coproducteurs de la série, ils auront juste 3 ans de diffusion exclusive, plus 3 ans de diffusion non exclusive. Donc ils mettront moins. Après, comme le disait Guillaume, sur ces séries-là, c'est notre métier, nous producteurs, de trouver d'autres modes de financement. Le CNC, le fonds de soutien, va s'ouvrir normalement à ces séries-là. Le crédit d'impôt national va également être accessible. Et on a aussi, nous, c'est effectivement la possibilité de vendre ces séries à l'international. Là où effectivement on est, nous, encore dans un flou, c'est qu'on a du mal à évaluer quel sera le potentiel d'une série à l'international, sur les ventes internationales, quel sera le potentiel d'une série qui est disponible pendant 3 ans, même 6 ans, sur une plateforme. Voilà, pour l'instant, on est un petit peu au tout début. Et c'est compliqué d'évaluer la valeur d'une série sur le marché international quand elle est disponible sur une plateforme. Mais effectivement, il n'y a pas de raison qu'ils mettent autant d'argent sur une série comme celle-ci. Non, je voulais abonder là, sur ce point-là en tant que producteur délégué où nous avons l'obligation de faire circuler les œuvres. Donc faire des deals avec des plateformes de 3 ans exclusives et 3 œuvres non exclusives. Quels sont les marchés qui vont nous rester? Laurence, tu parlais de Netflix avec TF1 sur le bazar de la charité. Il va falloir voir aussi quels sont les diffuseurs linéaires en France qui vont accepter ce modèle-là. France Télévisions commence à le faire sur 1 ou 2 séries. Et je voudrais également revenir sur le CNC, le COSIP et les aides. Je pense qu'il y a un sujet qui n'est pas encore réglé, qui est effectivement comment nous, producteurs délégués, nous allons avoir accès au COSIP. Ce sont des points qui n'ont pas encore été tranchés, parce que techniquement, entre le crédit d'impôt national et le COSIP, les plateformes qui travaillent avec des producteurs exécutifs ont accès directement au crédit d'impôt international. Et donc là, il y a juste un calcul à faire ou comment ils vont retrouver, eux, le niveau d'investissement qu'ils mettent pour avoir la qualité escomptée. Et c'est un sujet avec le CNC qui n'est pas encore tranché. Est-ce que, par exemple, il y a des mêmes obligations qu'il va y avoir pour les questions de langue, par exemple, dans les investissements qui viendront des plateformes? Je crois qu'on est à 85% de francophones. Exact. Donc dans les 20%, dans les 20% de leur obligation, donc 20% de leur chiffre d'affaires investi dans la création française, je crois que c'est 85% de langue originale française. Après, quand on parle d'exclusivité avec une chaîne française ou quand on parle d'exclusivité de diffusion, enfin sur un temps donné avec une plateforme, c'est pas le même enjeu parce que quand on est avec une plateforme, pendant ces 3 ans de diffusion, c'est dans le monde entier. Quand on traite avec une chaîne française, on parle d'exclusivité de diffusion sur le territoire, ce qui nous laisse un espace énorme pour aller compléter le financement. On va être très embêté, de mon point de vue, d'aller compléter le financement après 3 ans d'exploitation mondiale par une plateforme. Là, je vois mal le système, encore, je ne le perçois pas. Absolument. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas de recul du tout sur ce modèle-là. Et voilà. Ça va être amusant. Quant au cinéma, tu le disais tout à l'heure, je ne sais pas, on est là surtout pour l'univers de la série, mais le cinéma français et le cinéma d'auteur français tel que nous le connaissons, qui est régulièrement débattu de savoir s'il a le droit d'exister. Moi, je suis archi pour. Il n'a pas beaucoup d'écoute sur les plateformes. C'est-à-dire le cinéma ou les films que cherchent les plateformes, c'est certainement pas du cinéma d'auteur tel que nous le connaissons. Oui, mais j'étais au dernier festival de Venise, et au festival de Venise, 2 des principaux prix ont été donnés, l'un à Jane Campion, qui était sur Netflix, et l'autre à Sorrentino, qui sont... Mais ce ne sont pas des films de cinéma, ce sont des films plateformes. Oui. Oui. Mais... Ce sont des films, non, ou même des films plateformes, c'est-à-dire qui ne sont pas sortis en salle. Non, absolument. Oui. Mais disons que il y a une forme de cinéma d'auteur, disons populaire entre guillemets, ou produit d'appel pour les plateformes, qui est produit tout de même par les... Après, si ça fait évoluer le cinéma d'auteur français vers quelque chose de plus ouvert vers le public, c'est pas trop mal non plus. Mais autre...
Oui, je trouve intéressant de rebondir sur les talents. Tu parlais tout à l'heure, quand il y a une exploitation de 3 ans dans le monde entier, j'aimerais bien qu'on évoque les talents, les acteurs, les réalisateurs qui ont une exposition hors norme à partir du moment où ils sont sur une plateforme et subitement ils se retrouvent avec des demandes pour aller travailler à l'étranger. Et on revient, tout à l'heure tu parlais de la formation des auteurs, mais les talents, les acteurs, les réalisateurs, c'est formidable de voir comment le terrain s'ouvre tout d'un coup pour eux. Et nous, c'est comment est-ce qu'on va arriver à garder ces talents pour travailler avec eux, mais de la même manière, on va en chercher à l'étranger. Mais c'est un enjeu, un point intéressant, je trouve. Pardon, je vais être obligée de m'en aller. Je veux juste intervenir sur la formation des scénaristes. Et un tout petit peu pour être un tout petit peu en désaccord avec toi. Il y a un tel boom de demandes de séries actuellement que très clairement, non, nous n'avons pas assez de talent et nous ne formons pas assez de talent. Pardon. On est d'accord. Voilà, on est tous d'accord. Et très clairement, vous, j'imagine que vous êtes sollicité par tout le monde parce que dès qu'on trouve quelqu'un qui peut faire un succès local, international, mondial, etc., il est préempté, il a plusieurs projets. Mais je pense juste, et je vais quitter là-dessus, c'est qu'il faut former plus de gens en France et leur donner les moyens d'écrire. Oui. C'est ce qu'on fait, nous, à Sérimania. Non mais totalement, Laurence. Je pense qu'on a un déficit, mais c'est vrai qu'il y a parfois des signaux très contradictoires. Parce que quand la FEMIS crée une formation série, que tout le monde reconnaît, la FEMIS, la formation série commence avec 12 élèves scénaristes par promotion, et au bout de 3-4 ans, on passe à 6. Je veux dire, comment être à ce point? Oui. Oui. Du coup, pardon, alors nous, Sérimania se positionne très clairement comme un outil au service de l'industrie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient de créer Sérimania Institute, une formation européenne pour former au niveau européen beaucoup plus de gens qui soient capables de répondre à la demande dont tu parlais tout à l'heure, d'écrire à la fois global, local, pour un marché global et d'écrire en réseau. Très clairement, on a commencé par une première formation de 10, on en reforme 12 en mars, et l'idée c'est d'arriver à en former 30, 40, 50, etc. Il faut former les gens. Mais et toutes les formations sont le bienvenu. Oui, moi je comprends cette obsession de la formation, je sais que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Moi j'ai fait une formation moi-même, elle n'a pas été très longue, mais elle a existé. J'ai travaillé avec des gens qui sortaient de la formation série de la FEMIS, qui sont dans la salle d'ailleurs, qui est Nicolas ici. Et je pense que Nicolas, s'il pouvait parler, il le dirait aussi. Il a évidemment appris des choses dans cette formation, mais ce qui a été le travail sur Validé en atelier était 100 fois plus instructif que ce qu'il a fait. Ce qui a été bénéfique pour lui, c'est qu'il a pu sortir des projets de son année, mais pour ce qui est d'apprendre à travailler, ce que les Américains font et que nous ne faisons pas, c'est que nous n'avons pas d'auteurs juniors, nous n'avons pas d'auteurs juniors à l'intérieur des projets et on ne peut pas les virer. C'est-à-dire qu'en France, dès que quelqu'un rentre à l'intérieur d'une room pour faire une série, il est accolé au projet, on ne peut pas le sortir, on ne peut pas le virer, on ne peut rien faire. Et donc... Alors ça, c'est un autre... Et s'il sort, attention, je le dis avec beaucoup de conviction, et s'il sort, il est associé au projet même si l'histoire n'a pas fonctionné. Si on pouvait, bien sûr, mais si on pouvait avoir sur toutes les séries des auteurs juniors qui viennent et qui sont là juste pour apprendre et qui suivent à un moment donné l'histoire, qui suivent la fabrication de la série, ce serait pas mal. Sauf qu'on ne veut pas, parce qu'on protège tout le monde. Et moi, je le dis, et pourtant je suis... Parce que bon, moi évidemment, j'ai travaillé pendant 10 ans en étant payé moins que le SMIC. Donc évidemment, moi, les galères, je les ai traversées. Donc à un moment donné, c'est bien gentil les gens qui arrivent et qui disent « moi j'ai envie d'être au top tout de suite ». Voilà. Donc, si on pouvait, sur toutes les séries qu'on engage, mettre des auteurs juniors à l'intérieur des projets, ils apprennent sur la série, mais ils ne sont pas forcément adoubés, dit voilà, il a écrit, il a créé, il a truc, mais ils sont là, déjà je pense qu'on s'en sortirait mieux. Parce que les formations, c'est bien joli, mais on récupère des gens qui ont appris à avoir une sorte de patte, mais ils ne savent pas fabriquer.
Et pour fabriquer, il faut avoir été au bout d'une fabrication, du début jusqu'à la fin, parce que personne ne peut enseigner la fabrication. Charles, pardon, je dois te couper parce qu'on me dit qu'il faut accélérer. Je veux juste rebondir là-dessus. Il y a une bonne nouvelle, c'est que l'USPA, le SPI et la Guilde et la SACD, nous sommes en discussion depuis maintenant longtemps. Tu ne vas pas me contredire, hein, Guillaume, mais l'accélération dont tu parlais, là où on est obligé de se mettre d'accord, on va trouver des accords et nous sommes en train de travailler tous ensemble pour structurer et que l'exemple que tu donnes ne puisse pas arriver, puisqu'il y a un mode d'emploi, enfin, alors, un mode d'emploi, ensuite, il ne faut pas tout rigidifier, parce qu'on a besoin quand même de faire bouger les lignes. Mais en tous les cas, le sujet que tu soulèves là, il est extrêmement concret sur la table pour tous les producteurs, la Guilde, la SACD, on sait, et les syndicats. Et à quand le salarié des auteurs j'aimerais que ça arrive, parce que les enveloppes fermées, c'est pas un débat sur la formation, mais je pense qu'on a beaucoup de sujets, effectivement, on a beaucoup échangé. Mais ça permet aux gens de se former. Ils vont travailler 3 semaines sur un projet, et puis ils apprennent, et puis, enfin voilà, essayer d'avoir un peu de souplesse, quoi. Non, parce qu'au contraire, je fais parce que j'aime bien protéger les gens avec qui je travaille. Il veut créer sa boîte, il nous l'a dit. Non, mais comme dans tout secteur, il y a la formation d'un côté et il y a l'insertion. Et je pense que le gros déficit qu'on a, nous, en France, c'est l'insertion des nouveaux auteurs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est dans un tel déficit d'auteurs qu'on attend d'auteurs qui viennent d'être formés, quasiment d'être opérationnels tout de suite. Exactement. Et on attend qu'ils créent la série du siècle tout de suite. Il y a un moment, c'est vrai que dans tout secteur, l'insertion, c'est un moment essentiel. Pardon, là, je suis obligé. On a commencé avec un quart d'heure de retard sur notre... Il nous reste donc, si je récupère ce quart d'heure, il me reste encore 5-6 minutes, parce qu'il y a d'autres débats derrière, et je voudrais qu'on réaborde la question du producteur en tant que talent, d'autant plus que là, il faut qu'il y ait un véritable bouleversement de ses structures mentales pour s'adapter à la nouvelle donne. Deuxièmement, qu'il a affaire à des problèmes de financement, de contenu, de promotion, et d'intuition sur les contenus qui sont susceptibles de plaire au public. Donc, je vais vous compléter si vous voulez. Oui, enfin, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, et je parle aussi en tant qu'auteur et réalisateur, c'est que aujourd'hui, le rôle du réalisateur a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé avec les séries à quelque chose où les choses tournent. Alors, ce n'est pas forcément pour mauvais. Ça me rappelle une forme de cinéma de série B qui était excellent dans les années 40 ou 50, que j'ai connu bien après, je vous rassure, dans le cinéma américain, mais qui permettait d'avoir des gens, d'aller voir des films sans être sûr de qui était le réalisateur. Mais par contre, on y allait parce qu'on avait la référence du studio, on avait la référence de certains auteurs. Et les acteurs aussi. Et d'acteurs. Et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on revient à quelque chose de cet ordre-là, qui finalement a le pouvoir aujourd'hui, quand on fait une série? Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous. Chaque série, comme le disait tout à l'heure Nora, c'est quand même un trio entre un créateur, auteur, un producteur et aussi un réalisateur qui va mettre en place la direction artistique. Donc le réalisateur qui met en place la direction artistique des premiers épisodes de la série et qui va donner le ton de la série est quand même un réalisateur créateur, et en ça, il n'est pas interchangeable. Effectivement, les réalisateurs qui ensuite vont se mettre dans sa direction artistique, eux, on peut logiquement les changer, mais on peut aussi imaginer qu'ils vont apprendre beaucoup en se mettant dans les patins d'un réalisateur qui a créé un univers, pour ensuite, eux, à leur tour, être capables, c'est pareil pour les auteurs, être capables de mettre en place une direction artistique de série. Donc j'ai le sentiment quand même que ce qu'on demande aujourd'hui aux réalisateurs, c'est pas d'être un simple technicien, c'est d'être un vrai créateur et de mettre en place une direction artistique et de se mettre au service, de mettre son univers au service d'un univers qui a été créé par des auteurs, par un producteur, et donc c'est un vrai travail de créateur, c'est pas un technicien. Oui, et je pense d'autant plus que devant la quantité de séries qui sont proposées simultanément, la direction artistique et le visuel, donc la réalisation, va devenir un enjeu de plus en plus important comme objet de différenciation dans la qualité, évidemment, que la réalisation va apporter pour sublimer l'écriture. L'écriture restant fondamentale. Les données de ce problème sont... Les données de cette problématique sont nombreuses. Je vais être obligé de clore le débat ici. Il n'est pas loin d'être épuisé, surtout que nous vivons
des moments de négociation de toute nature. Et donc, d'ailleurs, je voulais remercier tous pour vos interventions, leur professionnalisme, la clarté de leur exposition. Merci. Merci.